Bonsoir, merci d'être présent. Donc, nous venons de voir une pièce contemporaine de danse intitulée Anadisis, qui appartient au projet Danseology. C'est un projet fondé par le Flux Laboratory, en collaboration avec l'école suisse d'archéologie en Grèce, les AG, et la chercheuse, le docteur Sophie Boxberger. Voilà, donc Danseology, c'est un projet innovant qui allie la danse et l'archéologie. La chorégraphie était signée Stavros Alexandros Iqbal, et l'interprétation que vous venez de voir, donc les deux danseurs que vous venez de voir en duo, étaient Yazonas Yanaras et Georges Dereskos. Voilà, je vous remercie, bravo, félicitons-les encore pour cette présentation. Alors, nous sommes réunis pour une conférence qui va durer 3/4 d'heure, suivie de vos questions. Et le sujet que nous allons aborder ici, c'est le sujet de la danse, mais d'un point de vue philosophique. Ce n'est pas une conférence d'histoire de la danse, mais la question qui sera le fil rouge de cette intervention, c'est une question assez simple, hein, mais en fait vertigineuse, qui est d'essayer de comprendre pourquoi tous les êtres humains dansent. Qu'est-ce qu'il y a chez l'être humain qui le fait danser? C'est une question intéressante, ce qui fait que mon chemin a croisé la danse à titre personnel. C'est deux choses. D'abord, une rencontre. J'ai rencontré une danseuse qui s'appelle Ludmila Paliero dans le cadre de mon activité de journaliste à Philosophie Magazine. Et j'ai eu la possibilité pendant un an de suivre le quotidien des danseurs de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Garnier, le ballet de l'opéra, de suivre ce que les spectateurs ne voient pas d'habitude. Autrement dit, j'ai pu suivre les cours, les répétitions, tout ce qui se passe, non pas sur la scène, mais dans les différents studios qui sont répartis dans les bâtiments de l'Opéra de Paris, qui sont en réalité immenses. Et de ces observations, de ce travail de terrain, si vous voulez, qui a couru sur une année, j'ai tiré un livre qui est un essai de philosophie, mais vraiment nourri par la vie de ces danseurs, leur parcours, leur trajectoire biographique et aussi leur travail, tout simplement, l'observation de leur travail. Du point de vue plus philosophique, ce qui m'a intéressé dans la danse, c'est que c'est un sujet qui est peu traité par les philosophes classiques, les philosophes de la tradition. Il y a quelques pages de philosophie ici et là éparses, et j'en parlerai, mais en fond, dans le corpus classique, on trouve assez peu de choses. Par contre, la danse, c'est un invariant anthropologique. Autrement dit, c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, dans toutes les époques. On ne connaît pas de société humaine sans danse, hein, j'y insiste, et les danses que pratiquent les humains se réinventent sans cesse. Si vous réfléchissez à l'usage d'un réseau social comme TikTok, par exemple, un usage contemporain, eh bien, vous voyez que ici, ils inventent des danses qui sont pas simples, hein, qui sont codifiées, qui sont complexes, qui sont transmises, hein, qui sont imitées, dans lesquelles certains excellent. Et en fait, c'est comme ça depuis toujours, dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que l'observation ethnographique nous révèle qu'il n'y a pas vraiment non plus de danse primitive, c'est-à-dire les danses rituelles qu'on est allé observer ici et là, sont des danses déjà très complexes et très élaborées, et même si euh, on ne trouve pas dans toutes les sociétés des gens qui ont le statut officiel, le titre de maître de ballet, au fond, on peut penser qu'il y a eu un peu partout, dans toutes les cultures, une transmission de la danse, de certains gestes. Alors, il m'a semblé intéressant, philosophiquement, d'essayer de prendre en charge un sujet qui a une telle présence, une telle permanence dans l'histoire de l'humanité, et qui est pourtant sous-conceptualisé, sous-réfléchi, sous-traité. Et une des premières questions que je me suis posée, c'est-à-dire je me suis demandé depuis quand la danse existe, depuis quand ça existe, ces pratiques. Le projet d'anthéologie croise danse et archéologie. C'est un sujet difficile, l'archéologie de la danse. C'est un sujet difficile parce qu'évidemment, la danse laisse peu de traces. Il existe dans l'univers de la recherche un relatif consensus sur le fait qu'il y a des danses dans l'Antiquité, bien sûr, et là, on a des témoignages, on a des représentations, mais aussi au néolithique. Hein, donc le néolithique, c'est cette période qui va jusque moins 11 000 avant Jésus-Christ. Et là, on a quelques poteries, quelques incises, quelques représentations qui sont interprétées par les archéologues comme des représentations d'officiants ou d'officiantes. Vous voyez par exemple ici une, des figures d'officiantes qui ont été trouvées sur un site en Turquie et qui sont datées du 7e millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, on pense qu'il y a des danses beaucoup plus anciennes, mais là, il n'y a pas de consensus chez les chercheurs.
Il n'y a pas de consensus chez les chercheurs. Donc les danses du Paléolithique, cette fois beaucoup plus anciennes, sont très difficiles à documenter. Et je vous ai montré une roche, la roche de l'Alinde en Dordogne, qui est interprétée par certains chercheurs comme représentant des figures de danseuses incisées. Alors là, pour vous, c'est vraiment filigrane. Ah oui, d'autant plus que la lumière efface presque la représentation. Il faut faire travailler son imagination. Bon, en tout cas, on voit des silhouettes qui ont l'air d'être réparties de manière un peu rythmique sur un bloc de roche de calcaire. Et certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'officiantes, de danseuses, là encore. Alors, il y a une autre manière de raisonner sur les origines profondes de la danse, c'est tout simplement d'observer que la danse est très liée à la musique. La séparation de la danse et de la musique, du point de vue historique, c'est une séparation relativement récente. Le fait qu'on écoute un concert assis, c'est presque une originalité de la culture occidentale, où on tient le corps, j'allais dire on tient le corps en laisse, mais le corps est domestiqué, il est assis, il est assujetti, et on écoute calmement à un moment de musique. Bon, ça c'est quelque chose qui est très lié à notre culture. Dans toutes les autres cultures qu'on observe, c'est que quand il y a musique, il y a danse. Et là, pour le coup, les instruments de musique les plus anciens qu'on ait retrouvés, c'est-à-dire des racloirs, des instruments de percussion qui sont faits d'os, de renne, qui sont assez rudimentaires, mais ces instruments ont 36 000 ans. Il est légitime de penser que là où il y avait instruments de musique, là où il y avait rythme, il y avait également danse, même si on n'en a pas de preuves. Disons qu'il est raisonnable de le penser. Mais ça signifie tout de même que le chant, la musique, la danse sont les arts les plus anciens, les formes d'expression les plus anciennes dans l'histoire de l'humanité, tout simplement parce que ce sont des arts qui reposent sur le corps humain. Il n'y a pas la médiation de l'outil, ou en tout cas pas forcément. La musique, ça peut commencer avec le chant et le simple fait de battre des mains. Et si on y réfléchit, on est dans une antériorité assez profonde par rapport aux peintures pariétales. Par exemple, les grottes de Lascaux, elles ont 19 000 ans. Donc les instruments de musique, 36 000 ans. Vous voyez qu'il y a une grande profondeur de l'histoire de la danse quand on va dans la préhistoire. Alors, pourquoi les êtres humains dansent-ils alors? Pourquoi c'est si permanent? Pourquoi ça va si profond dans l'histoire humaine? Il existe une première manière de rendre compte de cette universalité de la danse chez les humains, un premier type d'explication qui vient des théories évolutionnistes. Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859 et il consacre un passage à la danse de quelques pages. Et il considère que la danse, c'est un cas particulier de la sélection sexuelle. Qu'est-ce que c'est que la sélection sexuelle? C'est très lié au fait que dans beaucoup d'espèces, chez les mammifères, mais pas seulement, les mâles sont en surnombre par rapport aux femelles. Donc tous les mâles n'ont pas accès à la reproduction. Et donc il y a un moment de sélection des mâles. Il y a un moment de sélection des mâles, et la sélection des mâles peut se faire soit violemment, et là vous pouvez penser au combat d'alligators, mais du point de vue biologique, ce n'est pas économique la solution de la violence et du duel, puisqu'il y a des blessures, il y a des morts. Du point de vue biologique, c'est très coûteux. Et il y a une autre solution qui se met en place dans les lignées évolutionnaires, qui est des mécanismes de sélection sexuelle, notamment par des parades nuptiales. Solution pacifique. Le chant aussi peut servir à ça, mais les parades nuptiales des oiseaux peuvent être une manière de départager les mâles pour l'accès à la reproduction. Alors, Charles Darwin établit un lien direct entre la sélection sexuelle et la danse. Pour lui, c'est ça le fondement, si vous voulez, biologique. La danse s'inscrit dans une histoire qui est celle de l'évolution de notre espèce. Et il n'a pas complètement tort. Enfin, je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que dans la danse, je sais pas, alors on va plus tellement en boîte de nuit. Les clubs, c'est un peu tombé en désuétude, mais il y a d'autres lieux où l'on danse et les danses se réinventent. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose dans les bals de campagne. Il y avait quand même l'idée de choisir le partenaire, de se rencontrer en fait. Celui qui danse bien, on se montre, on montre son corps, on montre ce qu'on sait faire, on se montre sous ses plus beaux atours. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séduction qui s'établit dans la danse. D'ailleurs, il y a des chercheurs américains en théorie de l'évolution qui ont fait récemment à Haïti une sorte d'enquête
où il demandait à des gens qui vont danser fréquemment, des Haïtiens, des hommes, combien de partenaires sexuels ils avaient eu pendant l'année. Et ils ont fait des tableaux très sérieux, des schémas qui montraient qu'il y avait une stricte corrélation entre le nombre d'heures qu'ils passaient à danser et le nombre de partenaires sexuels qu'ils avaient eu dans l'année. Ce qui serait une manière un peu récente de donner raison à Darwin. Bon, c'était basé sur du déclaratif. Alors c'est peut-être aussi que ceux qui dansent beaucoup sont les plus grands vantards. On ne peut pas, du point de vue méthodologique, départager l'explication la plus probante. En tout cas, il y a cette explication évolutionniste et en même temps, cette explication, elle est tentante, mais je dirais qu'elle a certaines limites. Elle a certaines limites et pour comprendre quelle est la limite de l'explication de type évolutionniste, la réponse à la question pourquoi danse-t-on, mais finalement, si on regarde ce qui se passe chez les humains, la danse a toujours servi dans les rituels religieux à entrer en communication avec l'invisible, avec une sphère qui est la sphère du divin. La danse est physique sans doute, mais elle est également métaphysique, ou elle a une sorte de portée métaphysique. Et j'en veux pour exemple les danses des Kaluli de Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée, les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, c'est un lieu assez intéressant parce qu'ils n'ont été raccordés avec le reste du monde que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On pensait que ces forêts tropicales, en fait, n'étaient pas habitées. Et donc, quand on a découvert qu'il y avait là des cultures humaines, il y avait déjà des départements d'ethnologie assez bien structurés et on est allé étudier ces cultures de près. Et les Kaluli, on les a appelés les hommes oiseaux. Les hommes oiseaux ont toute une série de rituels dansés où ils portent ces tenues. Hein. Vous voyez une photo où ils sont déguisés en oiseaux. Ils imitent les chants d'oiseaux. Leur poésie est faite à l'imitation des chants d'oiseaux. Ils ont deux langues. Ils parlent une langue qui est la langue de communication normale et une langue poétique qu'ils appellent le gisalo, qui est une langue qui est à l'imitation des sons des oiseaux. Donc là, on se dit, confirmation parfaite des thèses de Darwin. Sauf que c'est ignorer un détail et une particularité de leur culture, c'est qu'ils considèrent que les oiseaux ne sont pas des animaux, mais des reflets des morts. Et que quand un oiseau chante, c'est un mort qui s'adresse à nous. Et que parler le gisalo, c'est parler la langue des morts et entrer en contact avec les ancêtres. Donc en fait, ces danses où on chante et on danse le gisalo, c'est un lieu de communication, c'est une porte de passage avec le monde des ancêtres et le monde des esprits, on pourrait le dire comme ça, même si le mot esprit n'est pas tout à fait adapté aux représentations Kaluli. Mais c'est un simple exemple pour vous dire que ce phénomène de la danse est très prégnant dans tous les rituels religieux. Pensez au derviche tourneur, on peut se rapprocher un petit peu de la Grèce, mais pensez à toutes les danses traditionnelles, à toutes les danses qui ont lieu dans des cérémonies. On voit bien qu'il y a chez l'humain quelque chose dans la danse qui dépasse assez largement la dimension de la sélection sexuelle, même si quelque chose de l'ordre de l'érotisme se joue dans la danse, il n'y a pas que ça. Alors maintenant, je voudrais un peu avancer dans mon enquête sur la danse et vous dire quelques mots de ce que les philosophes de la tradition, c'est-à-dire les classiques, ont dit sur la danse. Comme ils ont très peu écrit sur la danse, ça va me prendre assez peu de temps que de vous présenter les principales hypothèses ou les principaux propos qu'ils ont tenus sur la danse. D'abord, celui qui a consacré quelques pages à la danse, c'est Platon, dans un livre qu'on ne lit guère, enfin, sauf ici en Grèce où vous l'avez tous lu. Vous l'avez tous lu, les lois. Oui, bien sûr. Étudié dès l'école primaire. Non, Platon, donc les lois, c'est un livre d'abord très long, mais c'est aussi un livre vraiment du Platon de la maturité. Il l'écrit à presque 80 ans et c'est un livre considéré comme un peu aride parfois, où il consacre dans les deux premiers livres des pages assez importantes à la place qu'a à la fois l'alcool et la danse dans la cité. Platon s'exprime à travers la voix non pas de Socrate, mais d'un personnage qui est l'étranger d'Athènes dans ce dialogue. Et l'étranger d'Athènes justifie certaines traditions, certains choix de la cité athénienne vis-à-vis d'un Spartiate. Et donc en fait, c'est la fameuse compétition entre Athènes et Sparte qui se rejoue dans ce dialogue. À Sparte, on ne boit pas d'alcool.
Et l'étranger d'Athènes, par la voix de Platon, donc en fait, c'est la voix de Platon, explique que l'alcool doit être une partie de l'éducation importante, qu'il ne faut pas prohiber l'alcool. Il a une démonstration assez longue sur le sujet, mais son argument central est très amusant et pas sans rapport avec ce qu'il dira sur la danse. Son argument central, c'est que si on veut faire de bons guerriers, il faut certes faire des gens qui sont entraînés physiquement, c'est-à-dire qui ont un corps musclé, qui sont entraînés à la douleur, mais il faut aussi les entraîner à résister aux passions. Et que quand on boit, quand on passe une soirée à boire et qu'on boit beaucoup, on va passer par toute la gamme des passions ou des émotions que l'être humain peut connaître. On va avoir des moments d'euphorie, et puis on va se mettre à aimer tout le monde, et on va finir par pleurer sur son sort. Et comme ça, en une nuit, en fait, ou en une soirée, on traverse, si vous voulez, le cycle complet des passions, et ça doit faire partie d'une éducation réussie que d'être capable de passer à travers toute cette succession de passions. Donc maintenant, si vous vous demandez pourquoi les jeunes entre 15 et 25 ans ont tendance à boire et vous les retrouvez dans le quartier un peu plus loin, un peu éméchés, passé minuit, vous avez l'explication, ils ont lu les lois de Platon et ils subissent son influence. Sur la danse, Platon dit quelque chose qui est un peu du même ordre. Ce qu'il dit, c'est que il y a deux types de danses. Il y a des danses qui sont les Dionysies, c'est-à-dire des danses en fait bachiques, qui sont des danses excessives. Si on voulait les rapporter à ce que nous vivons nous, ce serait les rave parties par exemple. Donc des danses qui sont des danses de l'excès, de la transe. Il n'est pas pour leur prohibition non plus, mais disons qu'ils portent sur ces danses-là un regard méfiant. Et ensuite, il y a des danses qui sont des danses qui ont recours à, enfin, qui promeuvent l'ordre et la discipline du corps, et qui lui paraissent celles-ci essentielles à l'éducation, qu'il met tout à fait dans son programme d'éducation. Il considère que ces danses-là sont importantes pour s'autodiscipliner, et qu'elles sont importantes également pour apprendre la géométrie. Ça, c'est très intéressant, parce que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Vous connaissez cette phrase écrite au fronton de l'Académie de Platon. La géométrie, l'enseignement de la géométrie est extrêmement central dans l'esprit de Platon, et pour lui, la danse est liée à la géométrie. Donc, lui donner ce statut-là, quand on sait que Platon veut chasser les poètes de la cité parce qu'il pense que les poètes ont une mauvaise influence sur les jeunes, donner au contraire à la danse un statut proche de la géométrie, c'est assez passionnant, ça l'éloigne fortement de la poésie, mais ça lui fait rejoindre ce par quoi on appréhende et on comprend mieux le volume, l'espace, en fait, et tout simplement la structure du corps, une structure qui peut nous amener à envisager des structures plus abstraites. Voilà le propos de Platon sur la danse. J'avance parce que cette histoire de ce que les philosophes disent sur la danse me permet d'enjamber les siècles, tellement il y a peu de choses à relever. Celui qui a un peu écrit sur la danse, je dis un peu, c'est Nietzsche. D'abord, dans La naissance de la tragédie, à l'époque, oui, dans La naissance de la tragédie, qui est un livre du jeune Platon, lecteur des tragédies grecques et lecteur des auteurs grecs, dans lequel, en réalité, dans un style romantique allemand, il thématise énormément l'opposition de Dionysos et d'Apollon, de l'apollinien et du dionysiaque, autrement dit de l'excès, du chaos et de l'ordre, ou de l'harmonie, mais dans des termes qui sont extrêmement proches, excessivement proches des deux premiers livres des lois de Platon, en fait. C'est exactement ce qu'il rejoue dans La naissance de la tragédie, c'est ce que Platon expliquait déjà à propos des deux types de danses, les Dionysies et les danses de l'ordre ou de l'harmonie. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche a une phrase qu'on peut retirer ou isoler dans un chant qui n'est pas consacré à la danse. Il a une phrase géniale, un peu énigmatique, qui est souvent répétée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait complètement un sens, mais elle est tellement belle que je ne résiste pas au plaisir de vous la répéter. Cette phrase est la suivante. Il faut avoir beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. C'est assez beau. On voit en fait que c'est une phrase dans laquelle il semble retravailler cette fameuse opposition de Dionysos et d'Apollon. Le chaos et Dionysos, c'est ce qui vient rompre le principe d'individuation, dit Nietzsche, dans La naissance de la tragédie. Donc c'est ce qui vous fait perdre la notion des contours ou des frontières de votre individualité, le dionysiaque.
Avoir du chaos en soi, c'est avoir quelque chose qui s'oppose à l'ordre, et ce serait nécessaire pour accoucher d'une étoile qui danse, autrement dit, pour danser, pour accéder à cette forme harmonieuse de la danse, peut-être qu'il faut avoir à traverser un certain chaos. Peut-être. Disons que mon observation à l'Opéra de Paris m'a sans cesse amené à m'interroger sur l'étrange mélange, l'étrange dialectique entre la discipline et la liberté qu'il y a dans la danse. Danser à haut niveau, comme les danseurs étoiles, une étoile qui danse, bon, danser à haut niveau, cela suppose une discipline de fer, cela suppose en fait de s'entraîner à la barre tous les jours. C'est vraiment une discipline du quotidien, mais ça ne suffit pas. Si on a ce corps parfaitement formé par la discipline, on est encore une machine. Ça ne suffit pas à ce qu'il y ait de l'expressivité dans le mouvement. Et pour qu'il y ait de l'expressivité dans le mouvement, il faut autre chose. Alors je ne sais pas si c'est du chaos, mais il faut une forme de liberté par rapport à la discipline. C'est intéressant comme art. Dans tous les arts, il faut de la discipline et de la liberté. Si vous écrivez un roman, il faut de la discipline et de la liberté. Dans n'importe quel art que vous pratiquez, les deux sont réunis. Mais dans la danse, c'est particulièrement le cas. C'est-à-dire que les deux sont poussés au plus haut point, au plus haut niveau d'exigence, enfin à leur point d'incandescence. J'avance. Parmi les penseurs qui ont posé un regard sur la danse, et qui ne sont pas si nombreux, il y en a un sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, qui est Paul Valéry. Paul Valéry a écrit un petit texte qui s'appelle Philosophie de la danse, et il revient à ce sujet dans un très beau livre qui s'appelle Degas danse-dessin, qui n'est pas seulement sur la danse. Et c'est un Paul Valéry déjà âgé qui écrit ce livre. Et il a quelques pages où il se pose une question extrêmement intéressante, extrêmement féconde. Il se demande à quoi on reconnaît qu'un mouvement est dansé. Quand vous voyez des personnes, vous voyez des comédiens arriver sur une scène, imaginez vous connaissez rien à la danse, vous savez pas de ce que c'est, vous savez pas de quoi il s'agit. Vous voyez un comédien arriver sur une scène, il marche, il bouge. Le comédien se met à danser, et ça peut être simplement un mouvement du bras ou du cou. Vous reconnaissez qu'il danse. C'est-à-dire vous reconnaissez que son mouvement a changé de registre, même si vous ne connaissez pas la danse et que vous ne reconnaissez pas le pas, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire nous reconnaissons tous le mouvement dansé et nous le séparons des autres gestes du quotidien. On voit que le corps ne bouge pas de la même manière quand il y a danse. Même s'il n'y a pas de musique, on le reconnaît. Et à quoi on le reconnaît ? Eh bien, Paul Valéry propose une hypothèse. Il la formule très rapidement, mais elle me paraît judicieuse. Paul Valéry d'abord dit que la danse est l'ensemble des mouvements volontaires, par opposition au mouvement involontaire, c'est-à-dire il y a un contrôle volontaire du mouvement. On pourrait discuter ça dans la danse contemporaine. On joue parfois avec la chute, avec de l'incontrôlé. Bon, mais il s'exprime en 1937 et il va peut-être voir des ballets très classiques. En tout cas, on comprend bien qu'il y a une forme de contrôle de l'activité musculaire et de la posture dans la danse qui est poussée assez loin. Donc c'est bien l'ensemble des mouvements volontaires. Dans la journée, il vous arrive de faire des mouvements involontaires. Par exemple, vous glissez, vous dévalez un peu dans un escalier, vous tombez de quelques marches. Ça, c'est un mouvement involontaire, si vous voulez. Mais donc, la danse, c'est l'ensemble des mouvements volontaires non finalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est là qui touche le point essentiel, me semble-t-il. Quand on agit, chacun de nous, quand on agit, par exemple, là, j'ai cette zapette, je fais des mouvements avec cette zapette, je m'en sers pour passer les slides. En fait, je poursuis un but dans l'espace, c'est-à-dire que je vais appuyer sur ce bouton, mais après, avec le verre, je vais porter le verre d'eau à mes lèvres. Donc, c'est-à-dire j'ai toujours un but, une finalité. Le mouvement a une finalité, il est finalisé dans l'espace, il est tendu vers un but dans l'espace qui est séparé de moi. Et en fait, tout au long de la journée, j'agis en étant tendu vers des buts répartis dans l'espace. Quand je me mets à danser, en fait, ce qui se produit, c'est que le but du mouvement, c'est le mouvement lui-même. C'est-à-dire que le seul but poursuivi, c'est la perfection du mouvement, la grâce du mouvement, l'expressivité du mouvement. Mais en fait, danser, c'est bouger pour le plaisir de bouger, en quelque sorte. C'est un peu l'art pour l'art, mais là, c'est le mouvement pour le mouvement. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qui est surprenant quand un autre être humain se met à faire ça devant nous. C'est ça qui établit une forme de rupture. Parce que tout d'un coup, le corps ne bouge pas de la même façon. Il bouge pour le pur et simple plaisir de bouger.
Ça fait aussi une différence entre la danse et le sport. Dans le sport, je cours vers un but. C'est finalisé. Je cours vers le ballon. Je cours vers la ligne d'arrivée. Je nage dans la ligne, de la piscine. Mais dans le cas de la danse, le mouvement est réalisé vraiment simplement pour lui-même. Et donc, ça fait que le mouvement se détache de l'espace et devient une sorte de sculpture du temps. En fait, le fait que le mouvement ne soit pas tendu vers un but qui se trouve quelque part dans l'espace, si le mouvement est effectué pour lui-même, ça fait que le mouvement ne fait plus qu'habiter le temps, beaucoup plus que l'espace. Je reviendrai à cette question, mais c'est l'autre point important qui fait qu'on reconnaît le mouvement dansé, c'est que c'est un mouvement qui habite la durée ou qui habite le temps d'une manière très particulière par rapport à nos autres mouvements. Alors, ah oui, alors là, je voudrais vous montrer, c'est pas moi qui ai pris cette vidéo, je vais vous montrer quelques vidéos à partir de maintenant pour illustrer mes propos, mais je voudrais vous montrer quelque chose qui va me permettre d'approfondir ce que je viens de vous dire à propos du temps et de l'espace. Une de mes sources d'étonnement, là c'est le studio Petit Pas, c'est le studio mythique de l'Opéra de Paris, il se trouve sous la coupole. Vous voyez, on dirait qu'on est dans le vaisseau du capitaine Nemo là. C'est le grand studio rond où le ballet, les 60 danseurs peuvent danser ensemble. Ils le font tous les matins pour le cours du matin, auquel ils ne sont pas tenus d'assister, mais auquel ils sont tous. Et quand j'ai commencé à assister à ces cours, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la mémorisation des mouvements. Le maître de danse donne une consigne de danse. Il énonce une série de mouvements qu'il faut effectuer. Il peut y en avoir 15, 20. Et là, il y a entre 30 et 60 danseurs qui se lancent et ils effectuent tous les mouvements dans l'ordre, de manière synchronisée, sans se tromper et sans avoir répété. Ils mémorisent parfaitement les enchaînements. C'est même pour ça qu'on est sélectionné. Hein. On croit que les enfants sont sélectionnés dans les grandes écoles de danse parce qu'ils ont le grand écart ou ce genre de choses. Non, ils sont sélectionnés. Ce qui est très très inégal d'une personne à l'autre, c'est la capacité à mémoriser des enchaînements. Et donc, c'est un critère de sélection. C'est repéré très très tôt par les professeurs de danse. Quelqu'un qui ne se trompe pas et qui peut mémoriser 10, 20, 30, 40 mouvements d'affilée, c'est ça qui va être cultivé dans les écoles de danse. Alors voilà, je vous montre un exemple de ce que je vous raconte là. Échappé, fermé. Tout, assemblée, glissade, assemblée, gain échappé, fermé. Tout, assemblée, glissade, assemblée. One échappé. Two, assemblée, glissade, assemblée. Front and then immediately going back. Let's go. On y va. 2 temps. And. Échappé. Et échappe. Et tout petit. Avec les bras. Nice. Les bras. Forte. 1, 2, 3. Et nice. Glissade. Plié. And back. Descend. Et up. 2. Glissade. Plié. Plié soft. 1, 2. That's it. Nice. Glissade. Plié. Yes, sir. 1. Si, tout de suite, boss. Tout de suite. Hop, fort. Pas trop tard. Et glisser. Glisser, glissade. Chaud, glissade. Tac, tac, glissade. Fil, glissade. Et. Pas mal. Next group. Bon, vous voyez, c'est un simple exemple, mais ça, c'est le cours. Hein, c'est pas une répétition, c'est le cours du matin et ça s'enchaîne comme ça. Alors. Évidemment, moi, je me suis posé la question de savoir comment ça fonctionnait, cette mémoire du mouvement. Et il se trouve que c'est un sujet qui a été documenté en neurosciences et qui est intéressant parce que la mémoire de la danse, pour moi, par exemple, c'est très difficile. J'ai essayé un jour de... Vous avez déjà pris un cours de tango? Ça vous est déjà arrivé d'essayer de vous initier à une danse de ce type-là? Et il faut mémoriser 5 pas, par exemple. Je suis sûr que vous vous plantez. Enfin, moi, je me plante systématiquement. Il me faut des heures pour apprendre ça. Les danseurs de l'Opéra de Paris, dans les séquences dites de mémorisation, à leur niveau, au début des répétitions, ils peuvent apprendre un enchaînement de 300 à 600 mouvements en 10 minutes, sans jamais se tromper. Donc ça, c'est complètement sidérant. Moi, j'avais l'impression d'avoir affaire à des chauves-souris qui avaient un sonar ou qui avaient quelque chose en plus, tellement c'est complexe, cette mémorisation du mouvement. Mais je dirais que ce qui m'a aussi intéressé là-dedans, c'est que ça déjoue une opposition classique en neurosciences entre ce qu'on appelle la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. Qu'est-ce que c'est que cette opposition?
La mémoire déclarative, c'est toute la mémoire volontaire, ce sont les souvenirs que vous pouvez convoquer. Le théorème de Pythagore, non c'est trop loin ça, mais, et puis de toute façon, il était grec, mais il habitait en Turquie. Alors, non, si vous voulez penser à l'année de vos 17 ans, vous allez peut-être, c'est de la mémoire déclarative ça, vous allez peut-être penser d'abord à la chambre dans laquelle vous étiez, et puis vos amis, le visage de vos profs, le lycée où vous alliez, le manteau que vous aviez en hiver. Petit à petit, vous allez recomposer l'année de vos 17 ans, vous pouvez le faire, c'est du déclaratif. Et la mémoire non déclarative, qui repose tout à fait sur d'autres circuits dans le cerveau, est une mémoire du corps. Par exemple, elle nous sert à faire du vélo ou à utiliser des couverts, un couteau et une fourchette. Quand certains patients sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ils perdent la mémoire déclarative, mais pas la mémoire non déclarative. Autrement dit, les malades d'Alzheimer savent toujours se servir d'une fourchette et d'un couteau. Donc c'est quand même important, ça veut bien dire que ce ne sont pas les mêmes circuits neuronaux qui sont en jeu, ce sont des mécanismes vraiment cérébraux différents. Oui, alors ça a l'air clair, mais dans la danse, c'est pas clair du tout. Dans la danse, c'est pas clair du tout parce que dans un rôle de danse, il y a à la fois du déclaratif et du non déclaratif. Vous voyez, c'est comme mêlé. C'est-à-dire que quand vous devez retenir une chorégraphie, vous avez un rôle, vous avez une certaine fonction, vous incarnez un personnage. Donc il y a quelque chose qui est comme au théâtre. Mémoriser une pièce de théâtre, c'est bien du déclaratif. Mais il y a aussi une mémoire du corps. Si on répète inlassablement, c'est pour que certains mouvements soient automatisés. Donc ça déjoue complètement, disons, l'analyse habituelle qu'on fait en neurosciences de ce qu'est la mémorisation. Et il y a deux chercheuses en particulier qui s'appellent Mary Smith et Lindsay Pendleton de l'université du Sussex en Angleterre qui ont fait toute une série de travaux sur ce sujet, ardu à lire, enfin c'est technique, mais je vais sauter directement à leur conclusion qui me paraît intéressante. Ce qu'elles ont montré avec de l'imagerie cérébrale, c'est que les danseurs ont bel et bien une mémorisation du mouvement qui est incomparablement plus développée que les autres, les danseurs professionnels, mais que cette mémorisation mobilisait très peu les aires spatiales et visuelles. En gros, c'est ni de l'espace, ni du visuel, la mémorisation de la danse. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, ça repose pas sur une certaine appréhension de l'espace. Et c'est pas non plus visuel. Pourquoi c'est pas visuel? Parce que quand vous voyez quelqu'un danser, vous voyez qu'une seule face. Mais mémoriser un mouvement, c'est mémoriser mémoriser une posture complète du corps. C'est mémoriser où était votre pied en arrière par rapport à votre main, par rapport à votre tête. Vous voyez? Si. C'est-à-dire que mémoriser un mouvement, c'est pas simplement voir ce qui se passe du point de vue du spectateur. C'est mémoriser l'ensemble du mouvement à 360 degrés. Et en fait, les aires qui sont mobilisées dans le cerveau, ce sont les aires dites proprioceptives. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand vous fermez les yeux, vous savez toujours où est votre main gauche par rapport à votre main droite. Vous savez toujours où est votre pied par rapport à votre tête. Vous avez tout un appareil perceptif qui vous permet de comprendre les états internes du corps et les dispositions internes du corps. C'est de l'intérieur, en fait. Et c'est ça, la mémorisation de la danse. C'est-à-dire que mémoriser de la danse, c'est mémoriser une suite de positions du corps, mais perçues ou comprises ou saisies de l'intérieur. Vous voyez, quasiment les yeux fermés. Donc, ce n'est pas de l'espace. Et ça, c'est vraiment frappant quand on est à l'Opéra de Paris, quand ils répètent, ils passent d'un studio à l'autre pour répéter une même chorégraphie, tout le temps. Un jour, c'est dans un espace, un jour, c'est dans l'autre. Ça ne les gêne pas du tout. C'est comme s'il ne se passait rien. En fait, l'espace ne compte pas. C'est-à-dire, encore une fois, ces travaux donnent tout à fait raison aux intuitions de Paul Valéry, qui font passer au second plan l'espace par rapport au temps. Donc voilà, c'est une forme de mémorisation très particulière qui est en jeu ici. Alors, quelques mots encore sur ce qui m'a intéressé. Je voudrais souligner la différence entre le style classique et le style contemporain, ce qui va d'ailleurs me permettre de proposer quelques clés de lecture de ce qu'on vient de voir et ce qui a été proposé par la pièce du Flux Laboratory que j'ai découvert en même temps que vous. Le style classique, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça naît? Le style classique, c'est un cas tout à fait particulier dans l'histoire de la danse,
Même aujourd'hui, les danseurs classiques sont une minorité par rapport à toutes les formes d'expression de la danse. Pensez au hip-hop, au tango, à ce que vous voulez, à toutes les danses folkloriques. Vous avez pléthore de danses. Le style classique, c'est quand même une forme d'exception. C'est extrêmement exigeant. Et c'est une forme d'expression qui naît à la cour des Médicis, à Florence, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Mais celui qui va vraiment donner un élan particulier à la danse classique, c'est Louis XIV. Louis XIV, en fait, accède très jeune au trône. Il a 11 ans et on est en 1651 et il est passionné de danse. Donc il fait venir d'Italie, de la cour des Médicis, des maîtres de danse, des scénographes, et il fait venir en fait toute la danse à lui, à la cour de Versailles. Et il fait venir par exemple un scénographe qui s'appelle Giacomo Torelli qui va construire une machine qui, au cours d'un spectacle de danse, fait apparaître le roi comme ça avec le soleil. Le soleil, c'est le roi, le soleil et le roi apparaissent ensemble. Mais là, il a 13 ans. Hein. Ils apparaissent ensemble et ça chasse les nuages dans la machinerie de Torelli. C'est pour ça qu'on l'a appelé le roi soleil. Pour la petite histoire, c'est à cause d'un spectacle de danse quand il avait 13 ans. Pas parce qu'il a illuminé le siècle, mais ça lui est resté, le surnom de Roi Soleil. Alors, il fait venir Giambattista Lully, hein, Jean-Baptiste Lully, qui compose les musiques de Versailles, et aussi le maître des danses de Versailles. Il y fait régner une discipline de fer. Et le roi, jusqu'à un âge très avancé, ouvre l'ensemble des bals en dansant lui-même, en faisant un solo. Hein, c'est comme un danseur d'opéra, en fait, Louis XIV. Et les courtisans, c'est horrible. Ils ont la vie dure. Ils doivent apprendre à maîtriser toutes ces danses. Il faut danser le menuet, la sarabande, la chaconne, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Hein. Il n'y a rien de simple là-dedans. Le tango, c'est dérisoire à côté. Donc, il va mettre en place ce qu'on appelle le style, la belle danse, quoi, qui est la danse de la cour. Et dans toutes les fêtes de la cour, il y a ces danses. Et il va fonder l'Académie de danse, l'Académie royale de danse, qui est la première des académies royales, avant même l'Académie française, avant même la littérature. On est en 1661. Et l'Académie va centraliser. Centraliser, c'est-à-dire va répertorier les pas, va expliquer quels pas il faut enseigner et ne pas enseigner, et délivrer des permis d'enseigner la danse. Alors évidemment, ça sidère tout le monde, cette histoire. Mettre le pouvoir, on parle de pouvoir y agir ici dans ce festival, mais mettre le pouvoir politique au centre de la danse comme ça et délivrer des permis de danser, c'est complètement fou comme opération. Normalement, on danse comme ça dans les fêtes populaires. Qu'est-ce que c'est que le roi a une sorte de mainmise sur la façon dont on danse. Et en tout cas, ce style classique, si on veut le qualifier, il est tout à fait à remettre dans l'esthétique de l'époque classique française. C'est très proche du style classique de Racine, par exemple. C'est ce vers parfait. Si on veut résumer d'un mot, c'est logique, ordre et clarté. C'est cartésien, c'est mathématique, c'est comme les jardins à la française aussi, si vous voulez. C'est-à-dire, dans les jardins à la française, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un plan géométrique qui est appliqué à la nature. La nature est folle, elle est dynamique. Et bien, les buissons, on en fait des parallélépipèdes, on en fait des labyrinthes, on en fait des cônes, on en fait des figures de géométrie. Et pour le corps, c'est la même chose. On discipline le corps au plus haut point. C'est ça la danse classique. C'est une danse extrêmement géométrisée, extrêmement claire. C'est une danse de la belle apparence. C'est une danse où chaque figure est posée de telle manière qu'on peut l'observer et la comprendre. Et c'est une danse dans laquelle on contraint énormément le corps humain. On contraint énormément le corps humain. On le soumet à une forme d'exigence de rationalité. Donc il y a vraiment une esthétique classique qui, dans ce siècle de Louis XIV, s'applique à la poésie, s'applique au théâtre, s'applique à l'architecture. Le grand principe des architectures française du XVIIe siècle, c'est la symétrie. Les façades symétriques, la place des Vosges. Si vous êtes allé à Paris, vous connaissez la place des Vosges. Les places royales sont des places symétriques, complètement symétriques, logique, ordre et clarté. Et pourquoi tout cela? Eh bien, on est dans un siècle chrétien, on est dans un siècle religieux, et l'idée, c'est qu'on va spiritualiser la nature. On spiritualise le jardin en lui donnant une forme géométrique et on l'élève vers Dieu. On spiritualise le corps et on l'élève vers Dieu. C'est pour ça qu'on danse sur pointe. On doit arracher les corps, et notamment le corps de la femme, à la gravité terrestre. On doit se rapprocher. Pourquoi on se tient toujours haut? Parce qu'on doit se rapprocher du ciel. On doit spiritualiser le corps. On doit spiritualiser le corps et le rendre presque abstrait.
en allant contre l'anatomie, en fait. C'est pour ça qu'elle est si difficile, la danse classique, c'est qu'elle est anti-anatomique. Alors, je vous montre un exemple récent, c'est ce qu'on appelle du néoclassique. Cette danse, elle dure jusqu'à nos jours. Elle a une extraordinaire pérennité, elle est transmise à travers les siècles, cette danse classique. Et là, vous en avez un morceau qui s'est dansé à l'Opéra de Paris, qui est, je dirais, absolument représentatif de cette danse, qui est une danse de cour. Et donc, vous allez voir, bon, c'est Léonore Bollac, la danseuse, mais ce qu'elle fait, c'est bien paraître à la cour, en quelque sorte. Voilà, c'est intéressant, vous voyez le niveau de contrainte qui est exercé sur le corps et l'anatomie pour arriver à ça, à cette épure. Alors, le style contemporain, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir peu de temps pour en parler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est né sous l'impulsion de toute une série de danseurs, et notamment de danseurs américains et de l'américaine Isadora Duncan, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quelque chose de nouveau s'invente dans le monde de la danse. Et quand vous lisez les mémoires d'Isadora Duncan, elle est venue ici à Athènes, à Delphes, elle a fait danser, elle voulait renouer en fait avec les danses grecques. En fait, il y a dans le style contemporain et l'invention du style contemporain une volonté complètement délibérée de revenir au paganisme. C'est-à-dire de bazarder la culture chrétienne, hein, ni plus ni moins. Et un corps païen, c'est le corps dans le style contemporain, c'est un corps païen. C'est un corps qu'on ne contraint plus de la même manière. On danse pieds nus. Là, ce que vous avez vu, ce qui vous a été présenté, c'est une danse pieds nus. On danse très souvent pieds nus dans le contemporain. Pourquoi? Pour être en contact avec les énergies du sol. On ne cherche plus à s'arracher systématiquement à la gravité. On joue avec la gravité, on va se recharger du côté du sol, on tombe. Il y a une figure très fameuse qui a été inventée par Doris Humphrey, encore une américaine dans le style contemporain, où on se laisse choir comme ça sur le sol, c'est le fall and recovery. On se laisse tomber sur le sol, puis on se relève. Et il y a cette idée-là. Chez Isadora Duncan, qu'on a voulu produire au Moulin Rouge et dans des cabarets, il y a la nudité. On peut se demander si tous les spectateurs de l'époque se pressaient à ces spectacles par intérêt pour la danse contemporaine ou par d'autres types, ou mus par d'autres types de curiosité. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle dansait quasiment nue ou avec de très légers voilages sur le corps. Et elle, dans ses mémoires, donc c'est une femme très libre. Et dans ses mémoires, elle raconte de manière très consciente comment elle a voulu renouer avec le modèle grec, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle avait en tête, c'est le paganisme grec. Et c'est ces danses-là qui lui ont fait inventer le style contemporain. Alors Isadora Duncan, ce qui est bien, c'est que toute son œuvre, qui est immense sans doute du point de vue chorégraphique, a disparu et on n'a conservé que cette unique séquence vidéo. C'est la seule chose qu'on ait d'elle. Alors, clignez bien des yeux, observez bien, ça dure 20 secondes. On n'a rien d'autre. On a des photos. Ben voilà, elle a fait comme le. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose que le Flux Laboratory. C'est pareil. C'est ça le style contemporain. Elle est sur l'herbe, sous les arbres, elle est pieds nus.
Et elle propose quelque chose à des gens qui ne sont pas vraiment assis, qui sont là, qui ne savent pas trop. En fait, on fait sortir, c'est quand même l'idée de faire sortir complètement la danse de la salle de spectacle ou de la scène et de renouer avec des énergies qui sont dans la nature. Ce corps païen, en fait, ce corps qui assume son érotisme, sa nudité, qui va pieds nus, qui se délivre de tous les carcans de la civilisation et de toutes les contraintes, ce corps libéré, mais il va dans la nature et il va se recharger aux énergies de la nature. Et ça, c'est tout à fait propre au style contemporain. Alors, j'avance. Désolé, ça c'est très... Ah, attendez. Je vais devoir sauter une slide. Je suis désolé, je suis... J'avance. Non, je sens que je vais vous frustrer. Allez, je reviens en arrière. Autre exemple de style contemporain, parce que quand même c'était peu de choses, Isadora Duncan. Ça c'est une chorégraphie en hommage à Pina Bausch. Donc ce sont les interprètes de Pina Bausch qui, quelque temps après sa mort, sous la caméra de Wim Wenders, ont fait de petites chorégraphies dans le goût de Bausch ou en hommage à elle pour ce film. Ah, attendez, je vais y arriver. Alors c'est intéressant, de quoi ça parle? Ça parle peut-être de la vie de couple. Hein. Le duo, c'est un des grands sujets de la danse et il s'agit toujours de représenter le couple. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le duo de la danse classique, on est tout à fait dans autre chose et que la manière dont les corps des deux interprètes se rapportent l'un à l'autre, c'est une manière qui est non conventionnelle, mais qui fait ressortir certaines passions ou certaines émotions qu'on ressent tous dans la vie de couple. On sent bien que là, il y en a... La femme est sans cesse mise à terre et les corps des femmes sont souvent maltraités dans les chorégraphies de Pina Bausch, c'est le moins qu'on puisse dire. Et mise à terre, remise à terre, remise à terre, et puis l'homme va s'évader, et elle lui court après. Ça raconte quelque chose, il y a une histoire que le spectateur peut se raconter, mais c'est pas facile de reconstituer cette histoire parce que c'est comme si par l'émotion et par le mouvement, beaucoup de choses nous étaient transmises, mais dans un implicite. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à peu près dans le même esprit. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? C'est bizarre, il y en a un qui est assis sur l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a un qui a l'air de sculpter le corps de l'autre, alors que le corps de l'autre est presque inanimé, il le porte comme si c'était une statue. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on voit. On ne sait pas très bien quel statut ça a. Est-ce que ça parle d'une forme d'amour? Est-ce que ça parle de la manipulation? Est-ce que ça parle de l'instrumentalisation de l'autre? Si l'autre est courbé, que je m'assois dessus, c'est mon banc, c'est ma chaise. De quoi ça nous parle au juste? Ça, c'est très intéressant dans le style contemporain, c'est que en faisant sauter les conventions, on peut parler des rapports humains de manière extrêmement libre. Voilà, j'en arrive au dernier point que je voulais évoquer avec vous, mais je vais l'évoquer de manière extrêmement brève. C'est un point qui est lié à ce que je raconte depuis tout à l'heure autour du style contemporain. Dans le style contemporain, au fond, ce qui infuse, je vous ai dit que la représentation du monde qui infusait dans le style classique était une représentation du monde à la fois rationnelle et chrétienne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cartésianisme dans cette danse qui repose sur la logique, l'ordre, la clarté. Bon. Dans le style contemporain, ce qui est recherché, c'est une dimension de la vie humaine qui serait de l'ordre de l'élan vital. Alors il y a toute une école de pensée qu'on appelle le vitalisme au XIXe siècle qui se répand à la fois dans le monde de la médecine, dans le monde de la danse, à travers un grand maître du mouvement qui s'appelle François Delsarte, et puis en philosophie avec Henri Bergson. Mais l'idée du vitalisme, fondamentalement, on pourrait la présenter ainsi, c'est que les êtres humains de notre civilisation avancée ont énormément développé leur intellect, leur rationalité, leur langage, leur science. On est dans un siècle du positivisme. On a un niveau d'abstraction qui est prodigieux.
Mais en progressant toujours plus dans l'abstraction, il y a quelque chose qu'on a eu tendance à négliger ou à laisser de côté en hypertrophiant notre intellect. C'est comme si on s'était rendu sourd au mouvement de la vie en nous. Il y a quelque chose qu'on est en train de perdre, c'est l'instinct et l'intuition. Il y a quelque chose de l'ordre d'un irrationnel sous-jacent qui n'a plus de place dans une civilisation positiviste. Et c'est pour ça que la danse a toujours du succès, alors qu'elle aurait pu disparaître dans un siècle positiviste ou dans un siècle de science. La danse aurait pu disparaître. Au fond, elle nous vient de la préhistoire, mais c'est un art qu'on aurait pu reléguer comme ça. C'est un art qu'on aurait pu abandonner. Et c'est pas du tout le cas. Mais la danse nous parle de quelque chose d'assez particulier, qui est de notre possibilité, en quelque sorte, de mettre en pause, entre parenthèses, notre intellect, notre réflexion, notre rationalité, notre langage, de neutraliser le mouvement du langage en nous pour retrouver un mouvement du corps. Moi, il me semble que, à la question que j'ai posée initialement, qui est de savoir pourquoi les êtres humains dansent-ils, il y a plusieurs réponses en fait qu'on peut faire. Il y a la réponse évolutionniste, vous l'avez vu, c'est un mécanisme de la sélection sexuelle. Bon, pourquoi pas, mais c'est assez réductionniste et assez biologique. Il y a une réponse qui serait une réponse conventionnelle avec le style classique. Ce qu'on voit, c'est que on danse par exigence sociale, pour se conformer à des exigences sociales, celle de paraître dans certaines occasions sociales, pas forcément à la cour. Mais c'est vrai que si vous allez à une fête, à un mariage, vous allez devoir paraître. Et si vous voulez bien paraître, il va falloir savoir danser. Sinon, vous aurez l'air nul. Vous aurez l'air engourdi. Ou vous ferez comme moi, vous irez vous planquer près du buffet avec un verre. Mais bon, voilà. Mais au-delà de ça, je dirais qu'il y a une nécessité plus profonde, surtout dans notre époque très abstraite, d'aller vers la danse. Et cette nécessité, elle est liée, je crois, à un désir de rattraper un refoulé de notre civilisation. Notre civilisation tend à refouler quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital, de l'adéquation du mouvement avec un certain écoulement du temps en nous. Et c'est ça que nous essayons de retrouver lorsque nous dansons. C'est comme si nous avions hypertrophié notre intelligence, nous avons nos smartphones toute la journée, nous écrivons des messages, nous échangeons dans des langages symboliques. Et là, tout d'un coup, nous laissons une place au corps. Et nous avons aussi besoin de laisser une place au corps dans cette modalité-là, c'est-à-dire dans cette modalité qui est une modalité qui nous permet d'exprimer ce que nous ressentons à travers le mouvement. Voilà, donc ce serait une réponse possible. Pourquoi dansons-nous? Eh bien, pour retrouver le mouvement de la vie en nous. Je vous remercie. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions. Merci, c'était très intéressant et c'est très rare d'avoir une conférence sur la danse qui est un mouvement fondamental de la vie, de nous-mêmes, mais qu'on n'en parle pas. Et peut-être il y a une bonne raison pour ça. Je voudrais faire très vite et 2 remarques, 3. D'abord, dans l'Antiquité, les dionysiaques et l'apolloniens n'étaient pas aussi bien tranchés qu'on veut le montrer. Deuxièmement, le plaisir. La danse n'est pas que pour le plaisir. Et ça vient à mon 3e point, la danse thérapeutique. Vous savez sans doute pour la danse-thérapie, mais il n'y a pas que ça. La danse est beaucoup plus profonde. Elle nous relie à notre subconscient, inconscient, à nos refoulements, nos traumatismes. Elle peut libérer notre moi. Donc, ça, c'est le mouvement libérateur, la fonction libératrice de la danse qui est le plus profondément humain. Et c'est pour ça qu'on la trouve dans toutes les traditions, n'importe quand, n'importe comment. Où vous mettez 2 personnes ensemble, elles peuvent communiquer par la danse, le mouvement du corps. Merci. Merci. Ce sont plutôt quelques remarques dans le prolongement de la conférence que des questions. Donc voilà. Et évidemment, il existe
un usage en psychothérapie de la danse. C'est un des usages possibles de la danse, notamment avec des patients pour qui la cure, on dirait la cure verbale, serait complètement contre-productive. Dans certains cas, dans certains traumas, et même dans le cadre de psychothérapie assez classique, le thérapeute va faire le choix d'essayer de rendre à la personne son corps avant de lui rendre la parole. En fait, tout simplement, de la faire évoluer dans l'espace, de la faire marcher. Parfois, il s'agit même pas de danser, il s'agit de choses très simples. Et retrouver le mouvement, ça amorce un retour vers la vie. C'est ce que je racontais brièvement à travers cette question de l'élan vital. Ça raccorde à quelque chose qui est sous-jacent, qui est plus profond en nous que le langage, et que parfois nous avons tendance à perdre. Bonjour. Je peux parler? Oui. Bonjour. Félicitations pour... C'est mieux parce que... OK. Félicitations pour votre sujet. Bon, on sait que la bibliographie est vaste, mais je ne sais pas si vous aviez envie de nous offrir un commentaire en ce qui concerne la liaison de votre sujet avec Aristote, par exemple, et ses idées sur la mélancolie. À mon sens, il n'y a pas de lien direct. Donc c'est le problème 31 d'Aristote sur l'homme de génie et la mélancolie, qui est en fait du pseudo-Aristote. C'est probablement pas un texte d'Aristote lui-même. C'est un texte qui a eu un écho très profond à la Renaissance. Dans ce texte, qui est sans doute un apocryphe, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce texte, ce qui est raconté, c'est que l'homme de génie, c'est quelqu'un qui... est habité par une forme de bile noire, d'humeur mélancolique, et que c'est un trait de son génie. C'est ce qu'il explique, c'est que le génie artistique ne peut être dû qu'à deux choses: à une capacité extraordinaire de se modeler soi-même et de modeler ses états émotionnels. Et ça, c'est une faculté d'imitation. Mais c'est pas le véritable génie, ça ce serait, on dirait, le talent. Et puis quelque chose de plus profond. En fait, l'homme de génie d'Aristote, c'est quelqu'un qui est constamment ivre. S'il a une bile noire ou s'il a une bile lourde, c'est que, nous dit Aristote, ou le pseudo-Aristote, sa bile contient la même chose que l'humeur de la vigne ou l'humeur du vin. Donc ce serait comme la mélancolie profonde ou l'état d'inspiration permanent, ce serait quelque chose qui serait de l'ordre d'une ivresse permanente. Moi j'ai beaucoup aimé ce texte, mais je vois pas de lien direct avec la danse. En tout cas, il n'y est pas fait allusion à la danse. Et la dernière question. Merci beaucoup. Et une question très rapidement. Le dernier numéro de Philosophie Magazine avait le titre Cultiver son jardin. Là, on est dans un jardin et on parle de la danse. Mais généralement, on parle beaucoup de ces deux, les jardins et la danse, mais on ne les cultive pas très fréquemment, entre guillemets. Pourquoi peut-on quand même les cultiver ensemble, peut-être? Les jardins et la danse. Le jardin et la danse. Non, la question extrêmement intéressante que ça pose, je vous parlais tout à l'heure de cette culture occidentale qui a mis le public assis. C'est-à-dire, on a mis le public assis devant des spectacles de musique et on a mis le public assis devant des spectacles de danse. Ce dispositif de la scène qu'on a imposé. Puis on a construit des bâtiments, des architectures assez différents des amphithéâtres de l'Antiquité, qui sont des boîtes en fait qui sont fermées et soustraits au monde du dehors. Et donc c'est un peu comme si on avait mis la vie en boîte. C'est-à-dire si la danse ou la musique tout aussi bien, ce sont les arts les plus primitifs. Moi, j'ai tendance à penser que ce sont des arts de transmission orale qui restent des arts préhistoriques dans notre civilisation avancée. Mais si ce sont les arts les plus anciens, les plus fondamentaux dans l'histoire de l'humanité, nous, on les a mis en boîte. Alors, le geste d'Isadora Duncan, dont on a aussi des photos où elle danse avec les vagues. Il y a des photos qui sont un peu kitsch comme ça, où on la voit presque nue danser sur la ligne des eaux, quoi, sur l'endroit où la mer arrive sur le rivage. Mais cette idée, en fait, est très profonde. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir les boîtes, c'est-à-dire ouvrir les boîtes et s'interroger sur des danses ou des chants qui mêleraient la voix des humains aux voix de la nature. Originalement, il y a de très beaux textes de von Humboldt qui a créé la linguistique sur cette idée que originairement, selon lui, c'est spéculatif, mais la voix des hommes était mêlée aux voix des animaux, complètement mêlée aux voix des animaux, et qu'avant d'avoir des langages très structurés, on devait émettre toutes sortes de sons au milieu d'une sorte de cacophonie, de chants d'oiseaux, de rugissements, vous voyez, et que la voix des hommes était mêlée complètement
aux voix de la nature. On a soustrait la voix des hommes, on lui a fait accéder à une certaine puissance du symbolique, mais on l'a retiré de la nature. On a retiré le mouvement du corps humain de la nature. Donc je ne sais pas si il faut faire un lien absolument avec le jardin, mais cette idée, en tout cas, d'ouvrir la boîte pour refaire circuler la vie, ça me paraît un geste esthétique tout à fait intéressant et important. Voilà, je crois qu'on a la place, enfin on a le temps pour une toute dernière question. Je ne sais pas s'il y en a une. Oui. Non, ce n'est pas exactement une question. Je voudrais rajouter une citation qui n'est pas d'un philosophe, mais qui est d'un poète, qui s'appelle Jacques Prévert, vous connaissez certainement, et qui a dit « Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe, et il y en a d'autres qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance, et dans nos régions, il est fort apprécié. » Ben, c'est très oui, c'est très amusant. C'est vrai que la question de la transe et de la danse, c'est précisément l'un des enjeux qui fait que la danse nous relie au métaphysique ou à quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel ou d'une évasion hors de soi. Ce qu'on ressent tous à un modeste niveau quand on n'est pas danseur professionnel, c'est que pour bien danser, il faut un peu oublier son esprit critique. Il faut un peu se mettre de côté. Il faut laisser de côté, je veux dire, le cours habituel de ses pensées. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un laisser-aller au mouvement qui se joue. Mais c'est vrai qu'il existe des danses de transe. Et ces danses de transe nous emmènent encore un peu plus loin. Elles nous proposent une extase. C'est-à-dire tout simplement d'atteindre par le mouvement rythmique du corps un état on pourrait appeler l'état de danse, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et cet état de danse, on voit bien, vous l'avez, je pense, frôlé tous à un moment dans votre vie, ou même connu pleinement. Si vous dansez longtemps, etc., sur une musique, il y a quelque chose, à un moment, vous êtes ivre du mouvement de votre corps. C'est pas tellement la musique, c'est même pas le fait d'avoir bu avant, c'est quelque chose d'autre, par le mouvement rythmique du corps. Et il se passe quelque chose, c'est comme si vous sortiez un peu de vous-même. Et c'est cette sortie hors de soi, cet état de transe, qui, à mon sens, fait que les humains ont profondément relié l'expérience de la danse à la métaphysique. Voilà, c'est précisément parce que tout d'un coup, je me déprends de moi-même. Et si je me déprends de moi-même, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est comme si j'entrais en communication, en contact, ou comme si je me laissais traverser par des énergies cosmiques, des vibrations, des esprits, ce que vous voulez, mais quelque chose qui n'est pas moi et qui est de l'ordre de l'altérité. De ce point de vue-là, ça pourrait rejoindre un petit peu ce que Aristote disait en effet sur la mélancolie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos esthétiques qui nous amène à faire une expérience de l'extase. Voilà, je vous remercie.